Chers amis auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'être chez Marie-Christine Collard. Alors Marie-Christine Collard, vous la connaissez déjà, elle a écrit un premier livre par exemple qui était Fougou. Et là aujourd'hui, elle a été primée par le Lions Club pour son nouveau roman Réplique. L'idée de départ, c'était de m'intéresser à ce que devient l'amour dans un couple lorsque l'un des deux est diminué ou victime d'une maladie ou d'un accident. Donc c'était le premier thème. J'ai eu l'idée d'imaginer une pianiste qui est accidentée et qui ne peut plus donc jouer de piano. Et son mari, Vincent, qui est professeur de français, cherche un moyen de la sortir de la dépression dans laquelle elle s'enfonce. Je souhaitais parler donc du Japon et il fallait trouver un moyen pour que ce retour au Japon, ou ce départ au Japon soit naturel. Et donc Vincent a, 15 années auparavant, fait un remplacement de quelques mois alors qu'il était jeune professeur au lycée français de Tokyo. Et il se dit, voilà, la solution est là, on va repartir là-bas et le choc culturel sera peut-être suffisant pour sortir Elisabeth, sa femme, de cette mauvaise passe. Alors l'idée de départ, c'était de nous parler du Japon. J'ai choisi une date, pas anodine, puisque je l'ai fait arriver en janvier 2011 et quelques mois plus tard, évidemment, en mars 2011, le 11 mars 2011, il va y avoir la triple catastrophe, donc le tremblement de terre, le tsunami et puis la catastrophe de Fukushima. Voilà, donc j'avais envie de parler de Fukushima puisque j'étais là-bas lorsque la triple catastrophe s'est produite. Mais est-ce que ça n'est pas un roman trop réaliste ? Je ne voulais pas faire un roman sur Fukushima en tant que tel. D'abord parce que je ne l'ai pas vécu de près, puisque j'étais à Tokyo, je n'étais pas directement sur les lieux du tsunami. Et j'avais envie de parler de Tokyo telle qu'elle était devenue, c'est-à-dire être passée d'une ville brillante, éclaboussée de lumière jour et nuit, à une ville qu'on pourrait qualifier presque de ville en état de guerre ou de siège. Par rapport à Fukushima, est-ce que le titre Réplique s'est imposé immédiatement à vous ? Comme Vincent était professeur et qu'il était déjà venu au Japon, j'ai eu aussi l'idée. Alors le titre n'est pas venu tout de suite, c'était pas réplique, mais c'était quelque chose comme écho, des correspondances entre le passé et le présent. Et ces idées de réplique, évidemment, la catastrophe de Fukushima aussi, donne bouscule en fait mes personnages et a donc des conséquences, des répliques sur leur vie personnelle, professionnelle et de couple pour Vincent et Elisabeth. J'ai lu votre livre et je ne suis pas le seul. On commence et puis, avec le suspense, on se retrouve à la dernière page. Ce livre est également un suspense qui met en scène un inspecteur de police japonais qui m'a d'ailleurs donné beaucoup de mal parce qu'il fallait cerner le personnage qui est complètement japonais, non pas franco-japonais, puisque certains de mes personnages le sont et c'est plus facile pour moi de m'infiltrer dans leur tête, en fait, d'être à l'intérieur d'eux-mêmes. Là, il était donc complètement japonais et en plus inspecteur de police, un monde auquel je ne connais rien, en tout cas au Japon. Pour ce faire, j'ai beaucoup lu de thrillers japonais, beaucoup vu de films, notamment les films de Kiyoshi Kurosawa. Et petit à petit, ce personnage a commencé à prendre forme et j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer, à le mettre aussi en face de Vincent. Ça donne quelques scènes très intéressantes à écrire. Marie-Christine, je crois savoir que vous avez vécu de très nombreuses années au Japon. J'ai passé en tout 15 années au Japon, en 2 séjours. Le premier de 3 ans à Yokohama et puis le deuxième de 12 ans à Tokyo. J'ai fréquenté évidemment beaucoup de franco-japonais.
Voilà, au lycée, puisque mes enfants sont passés par le lycée français, donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de franco-japonais, de japonais qui parlaient français, et d'entrer un petit peu plus dans cette culture qu'au départ je ne connaissais pas du tout. Mais alors maintenant, vous adorez le Japon. Donc, ce pays pour lequel je n'avais pas d'intérêt particulier au départ, j'y suis entrée très facilement, à ma grande surprise, et notamment parce que mes enfants fréquentaient le jardin d'enfants. Et donc j'allais les conduire et j'allais les rechercher, et donc je parlais avec des mamans japonaises, et très vite elles m'ont invitée chez elles. On a fait des sorties ensemble et elles m'ont petit à petit initiée à la cuisine, aux rituels, aux petites fêtes, voilà. Et j'ai appris à aimer cette culture, à mieux la connaître. Est-ce réellement facile de s'intégrer à Tokyo lorsque l'on est française ? Quand j'y suis retournée 10 années après, en 2005, évidemment ça s'est fait encore plus naturellement que la première fois. Et là j'étais à Tokyo, et plus dans un milieu franco-japonais, alors qu'à Yokohama j'étais en milieu japonais complet. Donc les différences culturelles, elles sont évidemment multiples, et ça va aussi des différences de gestes, gestuels. Quand on parle avec quelqu'un, quand on se désigne, on ne dit pas moi, mais on met moi en posant le doigt sur le nez. On hoche la tête pour dire à son interlocuteur qu'on suit son cheminement et son raisonnement, et pas du tout qu'on est d'accord avec lui. Il faut se méfier de cette petite subtilité. Le fait que les Japonais ne disent jamais non, frontalement, ils vont vous dire c'est difficile, et il faut comprendre à mi-mot qu'en fait c'est pas possible. Donc voilà, toutes ces petites... ce qui fait que c'est facile aussi de s'entendre avec les Japonais, de parler avec eux, parce qu'il n'y a jamais d'opposition. Tout est en nuances, j'allais dire, ce qui donne des relations très fluides et très faciles. Et en même temps, la contrepartie, c'est qu'on ne va pas non plus très très loin dans la connaissance de l'autre. Chacun va rester un peu sur sa réserve, ce qui permet de jamais se fâcher, et qui peut être peut-être regrettable en tant que Français, où on aime bien aller jusqu'au fond des choses et titiller les gens. Au Japon, non, on va se retenir de faire ça pour avoir des relations harmonieuses, disons. Et alors, c'est un roman Made in France ou Made in Japan? Donc le roman a été écrit en grande partie à Tokyo, et certaines pages directement sur le vif, je dirais, puisque tout ce qui tourne autour de la catastrophe de Fukushima, notamment par exemple le chapitre 18, la page 101, voilà, c'est le moment. C'est un vendredi après-midi, Vincent, mon personnage, est en train de faire classe au lycée français, et une secousse très forte fait bouger ce lycée. Tous ses élèves disparaissent sous les tables selon les consignes en vigueur, et lui ne sait pas trop réagir parce que c'est la première fois qu'il ressent une secousse de cette intensité. Et à partir de là, évidemment, le lycée va être fermé, puisque cette secousse tellurique a eu comme conséquence un tsunami qui lui-même a submergé la centrale de Fukushima. Donc les pages suivantes racontent non pas ce qui s'est passé à Sendai, non pas le tsunami, mais les conséquences de ces coupures de courant, puisque la centrale de Fukushima alimentait Tokyo en électricité, ce qu'évidemment on ne savait pas avant que la catastrophe arrive. Donc les jours qui ont suivi, et puis cette décision que tous les Français ou les étrangers avaient à prendre, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part ? Je crois savoir que les Japonais avaient inventé un qualificatif tout à fait particulier pour parler des partants. Les Japonais qui concevaient bien qu'on devait repartir, on n'était pas japonais, donc on avait le droit de partir, nous ont quand même appelé les fly-in-jin,
Donc un mot valise qui est formé à partir de gaijin qui veut dire étranger en japonais et puis flying de l'anglais fly puisque les étrangers repartaient en avion. C'était une période un peu spéciale. Est-ce qu'une catastrophe comme ça ne perturbe pas le comportement des gens en fin de compte? Donc, dans ce contexte très particulier de Fukushima et des semaines qui ont suivi Fukushima, donc que les Japonais ont connu et dans lesquels ils ont vécu, ainsi que les étrangers qui n'avaient pas fui, qui n'étaient pas des flying djinns. Donc mes personnages évoluent évidemment dans ce Tokyo très spécial. Et d'ailleurs, cette atmosphère particulière va faire que, notamment Vincent et d'autres, vont avoir une attitude qu'ils n'auraient jamais eue si rien ne s'était passé. Ce livre est avant tout un suspense, donc de la première à la 350e page. En principe, vous êtes accroché par le destin de Vincent et Elisabeth, avec ses répliques passé-présent également, puisqu'il a fait, comme je le disais, un premier séjour au Japon. Un suspense parce qu'il va être entraîné par Nina et à cause de ce qui s'est passé à Fukushima, à sortir de lui-même, de la voie habituelle du prof, telle que de ce métier qu'il enseigne avec passion. Il va se permettre de sortir des rails pendant cette période de fermeture du lycée et d'aller dans certains endroits, comme par exemple une live house pour écouter un concert de J-pop. Donc aller dans un endroit où jamais, si la vie avait suivi son cours normal, il n'aurait mis les pieds. Mon personnage, donc Vincent, lui, choisit de ne pas quitter Tokyo. D'ailleurs, pour une première raison, c'est que son épouse n'est pas facilement transportable, puisqu'elle est handicapée, il faut tout un environnement adapté. Et puis, un peu par loyauté envers ses élèves japonais ou franco-japonais qui doivent rester là, qui n'ont pas de possibilité de quitter le Japon. Et donc, ça me donne l'occasion de raconter au jour le jour cette vie tout à fait spéciale, donc avec ses secousses, ses répliques au sens propre incessantes. La maison on avait l'impression que la maison était dans une zone de turbulence en permanence. Ces coupures de courant, ces rationnements d'eau aussi, parce que on n'était plus ravitaillés à Tokyo régulièrement. Et puis cette ambiance tout à fait spéciale, puisque en fait les Japonais et la plupart des étrangers qui étaient restés là avaient mis sur leur portable une application qui s'appelle Yulekulu. Et quelques secondes avant un séisme, en fait, le portable faisait entendre une sonnerie un peu stridente, très stressante, pour qu'on ait le temps de se mettre à l'abri. Et parfois, quand on était dans une rame de métro, cette sonnerie sortait en même temps de tous les sacs, de tous les portables. Et à ce moment-là, les regards se croisaient. Alors il faut savoir qu'au Japon, on ne dévisage pas. Les Japonais ne regardent pas, ne dévisagent pas, ne regardent pas de haut en bas les gens. C'est toujours des petits regards vraiment qui nous mettent pas mal à l'aise. Et là, au contraire, les regards se cherchaient parce qu'on avait peur, tout simplement. La rame de métro ralentissait, s'arrêtait à la prochaine station et attendait quelques minutes que la réplique se passe. Et à ce moment-là, ensuite, on reprenait la route et de nouveau, il y avait un contact visuel entre les personnes qui étaient dans le wagon, avec parfois un petit sourire, où on se disait, bon voilà, on a échappé à quelque chose, voilà, ouf, voilà. Et sentiment aussi d'être ensemble. Et ça, c'était très, très spécial. Et donc Vincent, Nina et d'autres personnages avec eux vont être entraînés, malgré eux, dans un suspense où le lecteur, lui aussi, sera entraîné jusqu'à la 350e page de mon livre. Et ce joli bandeau bleu sur votre livre, qu'est-ce que c'est au juste? Donc Réplique a obtenu le prix Lyons 2018 de Région Nord. Ça a été un très grand moment d'émotion
pour moi de recevoir ce prix parce que c'est avant tout un prix de lecteur. Et quoi de plus gratifiant pour un auteur que de recevoir un prix de lecteur, donc de personnes qui l'ont lu, parfois même avec intensité, qui m'en ont parlé, qui ont voté pour que Réplique obtienne ce prix. Mon livre est en vente sur Amazon, bien sûr, et j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de commentaires qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Des commentaires très élogieux de personnes qui ont aimé le suspense, qui ont aimé le voyage au Japon, qui se sont attachés au personnage. De lecteurs que je ne connais pas, évidemment, et que j'espère avoir la chance de rencontrer au hasard des dédicaces ou des salons, ce qui me donnerait l'occasion d'approfondir un petit peu leurs sentiments sur ce livre. Mon livre est également, bien sûr, en vente dans les librairies. Et puis, directement, si vous avez envie de le commander, sur le site de mon éditeur, donc les éditions Noir au Blanc, ici. Alors, l'adresse du site va apparaître en bas de votre écran, si la technique n'est pas trop capricieuse. Il suffit de cliquer évidemment sur le bouton acheter et comme vous avez eu la gentillesse de m'écouter sur cette vidéo, eh bien, les frais de port vous seront offerts pour l'achat de Réplique sur les éditions Noir au Blanc. Chers amis lecteurs, eh bien, j'espère que cette interview de Marie-Christine Collard vous aura plu, que vous l'aurez découvert un petit peu mieux, en plus de ce que vous pourrez découvrir, bien évidemment, en lisant son livre. Donc je vous rappelle, le livre, c'est Réplique, paru aux éditions Noir et Blanc. Alors, Marie-Christine, eh bien, je crois savoir que vous avez en plus un nouveau petit bébé en préparation dans les tiroirs. Donc, chers amis auditeurs, si vous voulez être au courant et suivre le développement de son dernier roman, eh bien, laissez un petit message sur son blog. Voilà, merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie pour cette interview et merci également aux auditeurs d'avoir écouté. Et à bientôt pour la naissance du petit bébé.